Quand j'étais gamin, ma mère disait toujours « Toi, tu fais jamais rien comme tout le monde ». Alors dans sa bouche, eh bien, c'était pas une qualité. Et à l'époque, eh bien, je ne connaissais pas cette fameuse réplique d'Arnold Schwarzenegger qui dit Mon plus grand cauchemar, ça aurait été de ressembler à tout le monde ». Alors peu importe, parce que de toute façon, quand on est contrariant, on va dire de nature, eh bien, on continue dans cette voie. Alors c'est quelque chose que, avec l'expérience, eh bien, j'ai continué à cultiver, bien évidemment. Et puis, encore une fois, avec l'expérience, le recul et le vécu, eh bien, je peux dire que ça apporte un certain succès. Alors dans cette vidéo, eh bien, je vais essayer de définir trois règles importantes qui font le succès justement d'un contrariant. Et derrière, on verra un petit peu le processus de décision qui va être mis à l'œuvre pour voir si effectivement, eh bien, on va à l'encontre de la doxa officielle, à l'encontre du choix des foules, ou alors de la minorité qui manipule les foules, hein, c'est selon, et qu'est-ce que ça peut nous apporter évidemment en termes de succès. La première de ces règles, eh bien, c'est de ne pas suivre le troupeau. Alors évidemment, on le sait tous, on veut toujours le rappeler parce que évidemment derrière on a un biais qui ne va pas dans ce sens. L'organisation humaine est pyramidale par nature, c'est-à-dire qu'il y a toujours une minorité agissante qui va contrôler une masse de gens qui vont suivre le mouvement béatement, ou du moins plus ou moins béatement. C'est comme ça que ça marche. Alors le biais derrière celui-là, c'est que l'humain à la base a besoin de se retrouver en société, de se regrouper, ça lui donne une sensation de force qui est vraie, à condition qu'il ne soit pas manipulé et qu'il n'aille pas dans le mauvais sens. Parce que quand on parle de troupeau au sens péjoratif du terme, on imagine évidemment derrière un berger qui va soigner son troupeau. Mais s'il soigne le troupeau, c'est pas pour le bien du troupeau, c'est pour le bien ultime du berger, bien évidemment, puisque derrière on exploite le troupeau. Hein. Il y a la laine, la viande, le lait, bref. Donc derrière ça, qu'est-ce qui va se produire? La plupart des gens vont vouloir se regrouper, ça leur donne un sentiment, une sensation de sécurité, souvent une fausse sensation de sécurité. Contrairement à ce que l'on observe concrètement dans la réalité des choses, c'est que, eh bien, il y a un seul Elon Musk, il y a une seule star internationale, hein, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, il n'y a qu'un seul Bill Gates, heureusement. Bref, vous avez compris un petit peu la mécanique derrière tout ça. Et que si ces gens-là, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, avaient suivi le mouvement, avaient suivi la tendance bêtement avec le troupeau, ils ne seraient pas là où ils en sont. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc, dans tous les cas de figure, que ce soit dans le cadre de la sécurité personnelle, de la santé, voire même des investissements, suivre le mouvement général, béatement, sans réfléchir, c'est jamais une bonne chose, parce que derrière ça, eh bien, ça peut vous coûter cher. Hein. Lorsqu'on parle de sécurité physique, les camps de réfugiés sont les pires endroits où se trouver quand il y a un problème dans un pays. Quand on parle de sécurité, on va dire au niveau de la santé, bon, on va pas s'étendre là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, on est d'accord, hein, par rapport à ce qui s'est produit ces dernières années. Et puis, en ce qui concerne les investissements, c'est pareil. Les investissements, l'investissement, si on prend la bourse en général, c'est toujours quelque part un jeu où on prend l'argent des idiots. Alors évidemment, on est toujours l'idiot de quelqu'un. L'idée, c'est d'être le plus intelligent possible et souvent de fois. C'est pas toujours le cas, puisqu'on perd, on gagne. Mais à la fin du game, c'est toujours évidemment d'avoir été le plus intelligent possible et surtout d'avoir permis, lorsque l'on a mis en œuvre cette intelligence, d'avoir récolté un maximum d'argent sur chaque pari que l'on aura fait. Hein. Grosso modo, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise financière, par exemple, eh bien, vous avez évidemment des investisseurs aguerris qui vont vendre parce qu'ils ont besoin d'argent, mais la majorité des gens vont vendre parce qu'ils ont peur, tout simplement, ils ont peur que la fin du monde arrive, ils ont peur que leurs investissements aillent à zéro, et ils vendent toujours au plus mauvais moment parce qu'ils paniquent, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment-là que les gens intelligents, eh bien, raflent la mise parce que eux font all-in à un moment donné, à un moment où la plupart des gens paniquent complètement et puis capitulent tout simplement en se disant bon voilà, c'est terminé, c'est la fin pour moi, j'arrête tout. Donc on voit bien qu'à chaque fois il y a un maximum de perdants pour une minorité de gagnants. C'est un petit peu ça l'idée. Alors donc quand on est parti de ce constat, on va avoir un processus de décision qui va nous permettre, selon un algorithme relativement simple, de savoir si on doit suivre la foule ou pas.
Alors en général, la foule, on s'en fout un peu, puisque ce qui compte, c'est la minorité agissante qui va contrôler la foule, donc grosso modo les experts ou alors l'autorité, les gouvernements. Et quand l'autorité ou le gouvernement dit quelque chose, eh bien il faut évaluer le truc en se disant est-ce que je suis le mouvement ou pas. Alors comment on fait? Eh bien vous avez une autorité qui dit par exemple il faut prendre ce truc. Il y a deux options, c'est binaire. Il faut le prendre, donc il faut l'acheter, ou alors il faut le vendre. Alors si elle dit il faut l'acheter, voilà, il faut prendre ce truc. C'est parce que c'est bon pour vous. Voilà. Alors quelle question vous allez vous poser? Vous allez vous dire ok, d'accord, et il faut prendre ce truc. Alors est-ce que ce truc existe depuis très longtemps, et au moins depuis 10 ans? Est-ce qu'il a un track record qui permet de dire qu'il est efficace? Alors vous avez bien compris le truc. Si on parle par exemple d'un investissement dans le pétrole, on va se dire effectivement le pétrole on en aura encore besoin dans 10 ans, donc il existe depuis très longtemps, on en aura toujours besoin. Donc à partir du moment où l'autorité dit il faut l'acheter, il faut le prendre, comment dire, vous pouvez prendre ce truc, eh bien si ce truc a plus de 10 ans, on a deux options, soit on achète, soit on n'achète pas. À ce moment-là, vu que c'est l'autorité qui vous propose de le prendre, faut l'acheter, oui, mais il faut faire attention. Donc il faut poursuivre l'analyse un peu plus loin. Et si ce truc n'a pas un track record très important, c'est-à-dire c'est un truc qui est récent et puis qui n'a pas fait ses preuves, eh ben, il ne faut pas le prendre, tout simplement. Donc il ne faut pas l'acheter. Voilà. Dans l'autre cas de figure, si elle dit il ne faut pas l'acheter, il ne faut pas le prendre, eh bien vous vous faites cette même réflexion. Vous vous dites, ok, est-ce que ce machin-là est là depuis longtemps, hein? Est-ce qu'il a un track record qui est important, on en a besoin, etc. Donc si la réponse est oui, eh bien là vous pouvez l'acheter, évidemment avec précaution, parce qu'il va falloir encore une fois faire des recherches et pousser vos investigations un petit peu plus loin. Et si la réponse est non, eh bien il ne faut pas le prendre non plus. Voilà, tout simplement. La deuxième règle importante pour un contrarien, c'est la règle de la dilution-concentration. Alors, on va dire que la conscience collective ou le bon sens populaire dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Certes, mais un bon contrariant vous dira ouais, mais parfois on a besoin de concentration. Alors si on regarde par exemple dans les investissements, un type comme Warren Buffett, qui a plus de 90 ans et qui est considéré comme un des meilleurs investisseurs aux US, eh ben, il n'y a pas plus concentré que ce type-là en termes d'investissement. Hein. La moitié de son patrimoine en bourse, c'est du Apple, par exemple. Donc il a investi à un bon moment sur une boîte qui commençait à bien monter, et puis il a fait un beurre phénoménal. Mais il a été concentré. Il a concentré sa force de frappe sur une seule société, on va dire, grosso modo. Hein. Quand on prend des investisseurs comme Warren Buffett, c'est également valable pour des entrepreneurs. Prenez un Jeff Bezos, par exemple, voire même un Bill Gates. Ce sont des types qui ont investi massivement en termes de temps, d'énergie et d'argent, bien évidemment, dans leur société. Bill Gates dans Microsoft, Jeff Bezos dans Amazon. Si il s'était concentré sur une dizaine ou une centaine de boîtes, il n'aurait pas eu le même résultat. Donc vous voyez que mettre ses œufs dans le même panier, c'est évidemment jouer la sécurité, mais c'est pas forcément jouer l'expansion. Donc, un bon contrariant, lui, il est capable de switcher de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut être capable d'être concentré, c'est-à-dire de concentrer toute son action et toute sa force sur un seul sujet, parce que là, vous aurez plus de chances de réussite, que de diluer en jouant, on va dire, la sécurité, en mettant et en répartissant une petite portion de ses actifs, si l'on parle d'investissement, dans différents supports. Hein. Alors si on prend par exemple les arts martiaux, il y a un adage qui est très intéressant, c'est-à-dire, j'ai une petite anecdote à ce propos, j'avais un copain qui est décédé depuis, qui pratiquait le karaté Shotokan comme moi, et à un moment donné, il y a 30 ans, il a eu l'occasion de partir à Okinawa, pour pouvoir aller à la source du karaté. Alors son idée, c'était évidemment d'avoir une forme de révélation en se disant bon, ce que je pratique, c'est pas terrible, je vais à la source, je vais avoir des techniques, je vais avoir un savoir-faire qui va être de meilleure qualité. Et finalement, quand je l'ai revu quelques temps après, on a discuté de ça, et il m'a sorti un proverbe d'Okinawa. Un maître de là-bas lui avait dit écoute, si tu es sur un terrain et que tu cherches de l'eau, tu auras beaucoup plus de chances à creuser un seul trou, c'est-à-dire un seul puits, pour trouver de l'eau que de creuser des trous un peu partout sur le terrain et le transformer en gruyère. Pourquoi ? Parce que si tu sais qu'il y a de l'eau sous le terrain,
tu sais pas par contre à quelle profondeur. Donc si tu te concentres sur un seul trou, peut-être que tu auras de la chance, au bout de 2 mètres tu trouveras ton eau, peut-être que tu auras moins de chance, tu trouveras ton eau au bout de 10 mètres ou 20 voire 30 mètres, mais malgré tout tu trouveras quand même ton eau. Alors que si tu creuses 50 000 trous, voilà, il faudra beaucoup de chance, mais il y a forte probabilité que tu ne trouves jamais ta source. Voilà. Donc c'est un truc intéressant sur lequel il faut méditer. Alors voyons maintenant le processus de décision qui va nous permettre de savoir si il faut effectivement être concentré ou dilué. Vous avez une opportunité en or qui se présente à vous, et là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe si je la laisse passer. Qu'est-ce qui se passe si je laisse passer cette opportunité? Alors je laisse passer cette opportunité, il se passe rien parce que je pourrais faire quelque chose d'autre, donc il n'y a pas de problème. Maintenant j'ai pas envie de la laisser passer, donc ok, j'ai envie de me faire all-in dessus. Alors à ce moment-là, la question à se poser c'est est-ce que j'ai un plan de secours si ça échoue, si ça merde? Si la réponse est non, il vaut peut-être mieux envisager de lâcher l'affaire tout de suite et de passer à autre chose. Si la réponse est oui, ok, j'ai un plan de secours, très bien. Alors il faut que je me pose la question de savoir si j'ai vraiment bien bossé le dossier avec tous les paramètres, toutes les implications liées à cette prise de décision. Si la réponse est non, passe ton tour, hein, voilà, fais autre chose. Mais par contre, si la réponse est oui, à ce moment-là, la dernière question à se poser, la dernière prise de conscience à avoir, c'est de se dire effectivement que j'ai quand même beaucoup plus de chances de foirer mon coup que de le réussir. Et si à ce moment-là, j'accepte cette réalité et la prise de responsabilité qui va avec, je fais all-in et je suis prêt, notamment mentalement, peut-être à encaisser le choc si ça merde. La troisième règle importante, c'est celle du timing juste. Alors, elle va s'opposer un petit peu à cette notion d'action, parce qu'on a toujours envie de se voir comme, par exemple, un homme d'action, et d'agir, comme un agité du bocal, toutes les secondes. Alors ça, c'est pas forcément une bonne chose. Si on prend le combat, par exemple, dans un art martial ou un sport de combat, le fait d'attaquer tout le temps, ça va pas non plus forcément être une bonne chose. Tout repose sur la stratégie et le timing. Parce que si vous attaquez comme un bourrin en vous disant « je vais utiliser ma force brute pour vaincre l'opposant » et que vous balancez toute votre énergie dans les premiers assauts et que derrière vous tirez une langue comme ça et que vous n'avez plus de jus, c'est mort, vous allez vous faire cueillir. Donc, vous n'avez pas compensé un manque de technique et de stratégie par une furia à la gauloise. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui a de l'expérience et qui est stratège, vous allez droit dans le mur. Alors maintenant, effectivement, la furia peut être une stratégie, mais la furia est au service de la stratégie et pas l'inverse. Donc l'idée, c'est effectivement d'agir au bon moment, de trouver le timing juste. Alors il y a cette célèbre loi de Pareto, les 80-20, grosso modo 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. Il faut toujours essayer d'avoir cette règle en tête, et lorsque vous vous mettez en mouvement, lorsque vous agissez, c'est pour obtenir un résultat largement positif et non pas vous épuiser inutilement. Dans l'investissement, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vont jouer avec leur clic de souris sur des supports d'investissement en bourse toutes les 10 secondes. Bon, c'est un choix. Il y en a d'autres qui vont faire ce qu'on appelle une analyse macroéconomique, top-down. Ils vont partir de grands schémas directeurs, de grands mouvements politico-économiques. Et puis, en descendant un petit peu dans les tours, ils vont définir des stratégies d'investissement sur le plus ou moins long terme. Alors, c'est ce qui va finalement payer plutôt que d'être suractif. Une fois que vous avez analysé la tendance et que vous laissez votre argent fonctionner pour vous, la puissance des intérêts composés fait que vous allez gagner peut-être beaucoup plus d'argent comme ça, plutôt que de vous exciter à sauter d'un cheval à un autre. Donc c'est souvent comme ça finalement dans la vie. Il faut essayer de la jouer à l'économie, d'être relâché et d'agir au bon moment. Alors ça pose effectivement le problème du timing, ça pose le problème d'un timing le plus juste possible, ça pose le problème de faire confiance à son ressenti et puis d'éduquer ses sens, ses sensations, d'éduquer ses biais psychologiques, de les tenir évidemment fermement, et puis un gros travail bien évidemment pour se concentrer sur l'obtention d'un résultat dans un domaine spécifique. Et il faut travailler, il n'y a pas de mystère.
On ne devient pas champion dans un sport de combat du jour au lendemain, ça demande énormément d'entraînement et puis de pratique, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, c'est que très souvent, quand on découvre certaines règles de fonctionnement, on peut les transposer à d'autres domaines de la vie. C'est ça la magie, la beauté un petit peu de notre incarnation, j'ai envie de dire. Mais il faut découvrir ces règles-là, il faut découvrir effectivement son plein potentiel et puis faire confiance à ses ressentis. Alors, quel est le processus de décision face à une action potentielle? Est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois rester calme? Alors tout d'abord, il faut quand même dire une chose, c'est que si vous n'agissez pas, si vous ne prenez pas de décision, c'est déjà agir. Ne pas décider, c'est déjà agir. Pourquoi? Parce que vous laissez dérouler le scénario tel qu'il se présente et vous ne faites pas, en n'agissant pas, en ne prenant pas de décision, vous n'impliquez pas une inflexion du scénario. Donc si vous avez assez de ressenti, vous savez pertinemment où va se dérouler le scénario. Donc non agir, c'est déjà agir d'une certaine façon. Alors quel est le processus de décision dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il ne faut pas agir? Eh bien, il faut tout simplement penser à cette fameuse loi de Pareto. Est-ce que mon action va me coûter des efforts, de l'argent, du temps investi? Eh bien, si ça me coûte 20% de mon capital énergétique pour un résultat envisagé de 80%, la réponse est évidemment oui. Alors peut-être que dans certains business, que dans certaines entreprises, il va falloir faire levier, donc on revient au second point, est-ce qu'il faut faire all-in? Et puis après, peut-être qu'on a moyen de scaler la chose pour que ça tourne, on va dire, de façon plus fluide et que vous puissiez vous retirer plus ou moins du projet. Voilà, et revenir à des ratios de valorisation de 20-80. Donc cette fameuse loi de Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats.